Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Visite officielle du président français Emmanuel Macron au Cameroun ce 26 juillet. Un entretien est prévu avec le chef de l'État camerounais Paul Biya. L'occasion pour les deux dirigeants de faire entre autres un point sur le partenariat économique des deux États. 24 mois de transition pour le Burkina Faso, un délai qui découle d'un consensus trouvé entre les autorités de transition et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest après une mission de l'organisation dans le pays. Et puis le bilan des mondiaux d'athlétisme qui se sont achevés ce 24 juillet aux États-Unis. Au total, le continent a remporté 28 médailles. Les détails à suivre dans ce journal. C'est sa première visite officielle au Cameroun, invité par son homologue camerounais Paul Biya. Le président français Emmanuel Macron a atterri à Yaoundé ce lundi 25 juillet. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée diplomatique africaine. Sécurité, terrorisme, mais aussi coopération agricole sont notamment au menu des discussions. Corinne Kamzofiem. Cameroun-France, la relation entre les deux États débute en 1918 avec la décision de la Société des Nations de placer le Cameroun sous mandat de la France. Et les domaines de coopération entre les deux pays sont multiples. Gouvernance, santé, éducation, infrastructure, développement rural, environnement, enseignement supérieur, recherche et culture entre autres. La visite qu'effectue le président Emmanuel Macron au Cameroun du 25 au 27 juillet 2022 à l'invitation du président camerounais Paul Biya marque une nouvelle étape de la coopération entre le Cameroun et la France. C'est aussi l'occasion de passer en revue une relation de longue date, de renouer des liens et de renforcer un partenariat stratégique, comme l'estime le professeur Jean-Louis Atangana Amougou, spécialiste de droit public et de sciences politiques et ancien directeur de cabinet de l'Organisation internationale de la francophonie. L'arrivée cette fois-ci du président Macron au Cameroun en visite officielle à l'invitation du chef de l'État camerounais va contribuer à réchauffer davantage cette relation entre deux pays qui ont une longue tradition d'amitié, une longue tradition de relations diplomatiques. Dans un contexte marqué par le terrorisme et la crise socio-économique due au conflit russo-ukrainien, le Cameroun, 5e fournisseur mondial de bananes et pays producteur de pétrole, de gaz, de bois, de produits miniers et vivriers, ambitionne de mettre à profit l'expérience de sa coopération économique et industrielle avec la France pour améliorer sa production et tirer le meilleur parti de la zone de libre-échange continentale africaine et être un acteur dynamique de ce marché unique. Tous les développementalistes vous disent que ce qu'il faut, c'est une industrialisation de nos économies. Et pour cela, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut mettre en place. C'est la transformation des produits. Mais dans un pays comme le nôtre, la transformation des produits, vous savez bien qu'elle commence par un préalable, j'ai failli dire rédhibitoire, qui est la maîtrise de l'énergie. La démocratie participative, les questions relatives au changement climatique seront également au menu des échanges entre les autorités camerounaises et françaises. Après le Cameroun, le président français Emmanuel Macron se rendra au Bénin et en Guinée-Bissau. Lui aussi effectue actuellement une tournée africaine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était en visite au Congo pour une durée de 48 heures. Le chef de la diplomatie russe est arrivé ce 24 juillet à Oyo, situé dans le département de la Cuvette. Au programme de son déplacement, un entretien avec le président Denis Sassou Nguesso, une entrevue qui intervient à l'heure où la guerre en Ukraine perdure. À ce propos, le Congo s'est toujours affiché comme un pays neutre depuis le début de ce conflit. Prochaine étape de sa tournée africaine, Sergueï Lavrov doit se rendre en Ouganda et en Éthiopie. Je vous propose de l'écouter. Nos amis congolais comprennent très bien les causes de la crise alimentaire actuelle qui s'est accumulée pendant ces 3 dernières semaines. Cela découle de la politique erronée des Occidentaux. Je crois qu'ils se rendent compte aussi que c'est la politique des Européens sous la houlette des Américains qui a causé la hausse des prix des produits alimentaires. Aujourd'hui, nous avons discuté des moyens concrets comme la Russie et le Congo pourraient éviter les obstacles créés artificiellement par les Occidentaux dans les domaines d'investissement, l'économie, pour que ces relations soient soustraites de ces restrictions inventées par les Occidentaux.
Le Burkina Faso et la CEDEAO s'accordent sur la durée de la transition. Les deux parties sont parvenues à trouver un consensus sur un délai de 24 mois. Une information confirmée par le président en exercice de l'organisation, le chef de l'État bissau-guinéen, Umaro Sissoko Embalo, qui était en mission dans le pays le 24 juillet. La période transitoire prendra donc fin le 1er juillet 2024. Samantha Sabirou-Sabumanga. En séjour dimanche 24 juillet dans la capitale burkinabé, la mission de la CEDEAO, conduite par le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, a lancé un appel à la mobilisation derrière le gouvernement de la transition du Burkina Faso. La CEDEAO et le Burkina Faso sont parvenus à un consensus sur la durée de la période de transition. On a eu de très bonnes discussions avec les autorités burkinabées, avec le président. On est venu faire l'évaluation, comment la progression des engagements qui étaient pris depuis la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. On a montré aussi quelle est la vision et qu'est-ce que le gouvernement en place de la transition doit se focaliser. Le président de la CEDEAO a confirmé le délai de 24 mois à compter du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024 accordé aux militaires burkinabés pour remettre le pouvoir aux civils. Durant les échanges avec les autorités burkinabées, le président Umaro Sissoko Embalo a salué les efforts des autorités burkinabées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et aussi le gouvernement avec les progrès qu'on a vus sur le terrain. Et je pense que nous tous, on doit se mobiliser à côté du peuple frère de Burkina Faso. Et comme vous le savez, Burkina Faso, c'est un pays aussi qui sont des membres fondateurs de la CEDEAO. Donc, malgré ces situations, on doit l'accompagner. On appelle une mobilisation derrière le gouvernement de transition. À en croire le président en exercice de la CEDEAO, cette rencontre a eu pour but d'évaluer à mi-parcours la progression des engagements qui ont été pris par le gouvernement de la transition lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 3 juillet 2022 à Accra, au Ghana. Après l'expulsion d'Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA du Mali, les Nations Unies tentent d'apaiser les tensions avec les autorités de transition. C'est dans ce contexte que le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé à Bamako ce 24 juillet. Un déplacement de 5 jours et durant lequel la prorogation d'1 an du mandat de la mission de l'ONU au Mali sera sur la table des négociations. Samantha Sabirou-Sabumanga. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a envoyé pour une mission de 4 jours son secrétaire général adjoint, le Français Jean-Pierre Lacroix, pour les opérations de paix. C'est ce qu'a rapporté le 22 juillet 2022 l'organisation. Donc les Nations Unies feront tout pour essayer de régler leurs différends avec le régime d'Assimi Goïta. Le seul problème, c'est que ce régime, étant donné que c'est un régime populiste et qu'aujourd'hui il fait face à des attaques très importantes djihadistes au cœur même du Mali, et des observateurs disent que c'est justement la fin de Barkhane qui a entraîné ces attaques djihadistes. Donc ce gouvernement-là, pour essayer de détourner l'attention des véritables problèmes, va faire comme il fait toujours d'habitude, c'est-à-dire de reverser la responsabilité de la situation à d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est les Nations Unies, demain, c'est la Côte d'Ivoire, après-demain, ça sera un autre pays. Au cours de sa visite, ce responsable discutera avec les autorités maliennes de la prolongation d'1 an du mandat de la mission de la paix, MINUSMA, récemment décidé par le Conseil de sécurité, a précisé son porte-parole adjoint, Farhan Haq. La dégradation des relations entre l'ONU et le Mali a encore été illustrée il y a quelques jours par l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, le Français Olivier Salgado. Donc, on ne sait pas, c'est-à-dire que, étant donné que ce gouvernement est dans un déni total, on ne peut pas savoir exactement ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir, mais les Nations Unies ont l'habitude de ce genre d'opération-là. Ils ont aussi une très forte résilience. Et si Assimi Goïta revient à de meilleurs sentiments, qui s'avèrent plus raisonnables et qui acceptent de faire face à la réalité aujourd'hui, on peut espérer un dénouement assez rapidement.
Mais là, ça, c'est une autre histoire. Pour avoir posté sur le réseau social Twitter des informations jugées inacceptables au lendemain de l'arrestation des 49 soldats ivoiriens à Bamako le 10 juillet 2022, le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, a été expulsé par les autorités de la transition. Dans le même sillage, les militaires ont également annoncé le 14 juillet 2022 la suspension de toutes les rotations militaires et policières de la MINUSMA. L'actualité, c'est aussi l'incompréhension des autorités comoriennes après la décision unilatérale d'Air Madagascar. Dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier, la compagnie aérienne a pris la décision de suspendre tous ses vols entre Moroni et Antananarivo. D'après le ministre malgache des Transports, Roland Ranjatoelina, cette directive est relative au risque de trafic d'or. Mais du côté des médias comoriens, cette décision vise surtout à faire pression sur les Comores, et ce pour que l'archipel restitue les 49 kilos d'or saisis à l'aéroport de Moroni le 28 décembre 2021. Pour Ahmed Msaïdié, le porte-parole du gouvernement comorien, cette situation est, je cite, kafkaïenne. Le ministre de l'Agriculture qui stipule par ailleurs, je cite, que c'était des ressortissants malgaches avec des relais comoriens qui étaient impliqués. Un mot de sport à présent avec le bilan des championnats mondiaux d'athlétisme qui se sont clôturés ce 24 juillet aux États-Unis, compétition durant laquelle les athlètes africains se sont démarqués. Au total, le continent a raflé 28 médailles, dont 9 en or. On fait le point avec José Douglas. Fin des championnats du monde d'athlétisme aux États-Unis et les athlètes africains se sont accrochés jusqu'au dernier jour pour récolter 28 médailles au total. Avec d'abord le Burkinabé Hugues Fabrice Zango qui décroche la médaille d'argent au saut en longueur et réalise un bond de 17,55 m, sa meilleure performance de l'année, un an après sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo et 3 ans après sa médaille de bronze remportée aux Mondiaux de Doha. Comme l'an passé, au Japon, il se place derrière le Portugais Pedro Pichardo, son redoutable adversaire. Je suis objectif par rapport à mes moyens habituels. Chaque fois que je me fixe des objectifs, c'est que je le voulais et je mettais les moyens pour les réaliser. C'est un objectif, il faut que j'aille la chercher. Sur le 100 mètres F-Femme, la Nigériane Tobi Amozan a battu le record du monde, 12 secondes 12 centièmes en demi-finale. Elle efface ainsi des tablettes l'américaine Kendra Harrison. Sur le 800 mètres homme, Emmanuel Korir a remporté son premier titre mondial. Le Kenyan, champion olympique la saison dernière, s'est imposé en 1 minute 43 secondes et 71 centièmes. Tout va vite s'enchaîner, puisque exceptionnellement, il y aura des mondiaux l'an prochain, puis les JO en 2024. Mais mon espoir est d'être à nouveau champion du monde et champion olympique. Sur le 5000 mètres femmes, Goudaf Zegay s'est imposé en 14 minutes 46 secondes et 29 centièmes. L'Éthiopienne a ainsi remporté la première médaille d'or de sa carrière après plusieurs échecs. Cela restera comme l'édition la plus universelle de l'histoire. Au total, ce sont 79 pays qui ont réussi à placer des athlètes en finale, avec le Libéria, le Niger, le Pakistan et les Samoa qui ont atteint une finale pour la première fois de leur histoire. Au tableau des récompenses, les États-Unis terminent à la première place avec 33 médailles. L'Éthiopie se classe deuxième avec 10 médailles, dont 4 en or. Le Kenya se classe quatrième avec 10 médailles aussi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.